Bonjour et bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo pronostic des deux finales européennes qui sont la Ligue des Champions et la Conference League. Avant de passer à la vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner comme d'habitude, ça fait plaisir. Et maintenant, place à la vidéo. Alors dans un premier temps, je vais vous parler de la saison un peu des deux équipes, leur parcours européen cette saison. J'enchaînerai avec les points forts et les points faibles des deux équipes. Et je terminerai bien sûr avec mon pronostic. Donc voilà, maintenant on va parler un peu de la saison du Real Betis, on va commencer par eux. Alors le Real Betis fait une très bonne partie de deuxième saison, depuis l'arrivée d'Anthony. Leur première partie de saison était plutôt moyenne, mais depuis qu'il y a Anthony dans leur équipe, et avec leur trio Isco, Anthony et Hernandez, c'est vraiment une attaque de folie. Ils sont très forts dans cette deuxième partie de saison. Ils font partie des meilleures équipes de Liga d'ailleurs, pour moi. Donc, voilà. Sinon actuellement ils sont 6ème de Liga. Ils joueront l'Europa League sûr. Ils pourront pas jouer la Ligue des Champions, mais ils sont sûrs d'être 6ème. Ils pourront pas être 7ème. Ils ont plus de 5 points, 6 points d'avance sur le 7ème, donc c'est large. Et il reste plus qu'un match de Liga, donc voilà. Sinon leur parcours européen, ils ont fini 15ème en phase de poule. Ça c'était plutôt une moyenne performance, surtout qu'en Conference League il n'y a pas non plus beaucoup de gros adversaires. Il n'y a pas d'équipe tellement connue que ça, donc ça je trouve c'est moyen. Du coup ils ont dû aller en 16ème de finale, les barrages. Donc en barrage ils ont affronté la Gantoise, qu'ils ont battu bien sûr 3-1 en cumulé. Donc voilà, 3-1 sans trop de suspense. Après, en 8ème de finale, ils ont dû affronter Guimaraes, une équipe portugaise, j'arrive jamais à le prononcer ce nom. Ils ont gagné 6-2 le Betis, donc là c'est encore plus large, là c'est victoire nette et sans bavure. C'est une victoire cumulée, je précise. Et après, ils ont eu l'écart, bien sûr, contre Bialiska. Où ils les ont battus 3-1 encore, 3-1. Et ils ont fait après la demi-finale. La demi-finale qui a été très serrée entre la Fiorentina et eux, bien sûr. Victoire en prolongation 4-3 en cumulé. Alors là, c'était le plus gros adversaire pour moi des Conference League. En Conference League, il y avait 3 gros adversaires. Pour moi, il y avait Fiorentina, Betis et Chelsea. C'est les 3 plus gros pour moi. Les 3 plus gros noms. Donc voilà. Donc voilà pour leur saison. Ils font une assez bonne saison. Ils vont jouer la Europa League la saison prochaine, c'est ce qu'ils veulent, je pense, c'est ce qu'ils visent. Et ils peuvent remporter la Conference League, donc voilà. Voilà, maintenant on va débrief un peu la saison de Chelsea maintenant. Alors Chelsea, ils font une seconde partie de saison moyenne, je trouve. Encore là, en fin de saison, ils se réveillent parce que la seconde partie de saison, sinon elle était cataclysmique un peu. Je trouve elle était vraiment moyenne. Surtout que leur première partie de saison, elle était parfaite à Chelsea. Leur première partie de saison, elle était vraiment très bonne. Tu voyais des individualités très fortes comme Palmer. Voilà, donc... Mais là, ça va, ils se réveillent en fin de saison, mais c'est quand même moyen. Sinon, ils sont 4ème de Première Ligue. C'est parce qu'ils se sont réveillés, parce que sinon, ils étaient 7ème, 6ème. Mais là, ils ont enchaîné plein de victoires, donc ça leur a permis de remonter. Donc, actuellement, ils jouent la LDC. Mais ils peuvent basculer 7ème. Car derrière eux, il y a Nottingham Forest, Manchester City et Aston Villa. Donc à un point d'écart seulement, donc ça se joue de rien. Surtout qu'il me reste un match de PL. Je sais pas ils jouent qui en dernier match en PL, mais faudra voir. Sinon leur parcours européen, ils ont fini bien sûr premier en phase de poule. Bon, il n'y avait pas trop de suspense, ils sont un peu ennuyés. Ils ont carrément fait tourner l'effectif en Conference League pendant tout le long. Des phases de poule jusqu'en demi-finale, ils ont fait tourner leur effectif. Donc, sinon, en 8ème de finale, ils ont affronté Copenhague. Victoire 3-1 en cumulé. Là, sans bavure, normal. Sinon, en quart, ils ont affronté les Legia. 4-2, victoire 4-2. Normal aussi, encore. Et après, en demi, ils ont affronté Drew Garder, 5-1, victoire cumulée. Donc ils ont eu plutôt des adversaires abordables. Ils n'ont pas eu des gros adversaires, à part Copenhague, qui est peut-être assez connu. Sinon, le reste, c'est pas très connu. Je connais pas personnellement Drew Garder. Donc, voilà.
Donc voilà. Maintenant, on va passer au point fort et au point faible des deux équipes. On va commencer par Betis. Les points forts du Betis, j'ai mis que ils avaient une très bonne attaque. Ils ont une attaque, je rappelle, Anthony, Isco, Hernandez. C'est une attaque de feu. Ils marquent pas mal de buts. Surtout Anthony et Isco qui font un job monstrueux. Et Hernandez en neuf qui fait un taf aussi. Donc voilà. Sinon, en deuxième point fort, j'ai mis marque pas mal de buts sur coup de pied arrêté. Ils ont des qualités de centreur comme Isco qui est magnifique. Donc ils ont une patte droite avec Isco, c'est magnifique. J'ai noté, ils ont marqué 10 buts en Liga sur coup de pied arrêté. Donc c'est vraiment une stat importante. Donc voilà pour les points forts. Maintenant on va passer aux points faibles. En point faible, j'ai mis qu'ils avaient plutôt un gardien pas très rassurant. Adrian, je trouve pas que c'est un gardien très rassurant. Ils se prennent pas mal de buts, donc je trouve que c'est pas très rassurant tout ça. Sinon, en deuxième point faible, j'ai mis qu'ils prennent beaucoup de buts, bien sûr. Mais là, c'est plus de la faute de la défense. Je trouve pas que la défense soit incroyable. Donc voilà. Donc voilà pour les points forts et les points faibles du Betis. Maintenant, on va passer à Chelsea. En point fort du côté de Chelsea, j'ai mis le milieu de terrain. Le milieu de terrain avec Caicedo, Fernandez et Palmer, c'est un milieu de terrain magique. L'un des meilleurs milieux de terrain de PL pour moi. Si on parle d'un trinôme, leur trinôme, il est magnifique. Voilà. Même si Palmer, en ce deuxième partie de saison, il est moins décisif. Mais ça reste un excellent joueur qui peut briller dans des matchs. Voilà. Et en deuxième point fort, j'ai mis bien sûr que c'est les favoris. On va pas se mentir, c'est les favoris. C'est eux qui doivent remporter la Conference League. On va pas se mentir. Malgré que le Real Betis, c'est une très bonne équipe. Chelsea, c'est un standing au-dessus. On va pas se mentir. Donc voilà. Donc voilà pour les points forts. Maintenant, on va passer au point faible de Chelsea. En point faible, j'ai mis que c'est une défense friable. Malgré que dernièrement, ça va mieux. Ça va dans l'ensemble. Je trouve ça assez friable. C'est bof. Leur gardien, Sanchez, je le trouve nul à chier. Encore en deuxième partie de saison, ça va. Mais la première partie de saison et le milieu de saison, c'était nul à chier. Vraiment, rien à retenir. Donc voilà pour le premier point faible. Et en deuxième point faible, j'ai mis qu'ils n'avaient pas de neuf. Donc ça, c'est un très gros point faible. C'est ce qui leur a pêché tout le long de la saison. Parce qu'en but attendu, ils sont deuxième en PL cette saison. Mais ils marquent pas. Ils marquent très très peu. Ils ont pas de neuf. Là actuellement, je sais plus le nom du mec qu'ils mettent, mais c'est un jeune. Donc voilà. Donc voilà pour les points forts et les points faibles. Maintenant, on va passer à mon pronostic du match. Donc je vois un match assez serré. Vu que je pense pas que Chelsea va jouer à fond. Vu que c'est la Conference League, c'est pas un match qui leur intéresse non plus. Mais je vois quand même une victoire de Chelsea 2-1 en prolongation. Avec un but de Cole Palmer et un but d'Enzo Fernandez. Du côté de Chelsea. Et du côté du Real Betis, je vois bien Anthony marqué. Anthony, c'est un peu le maillon fort du Real Betis, donc voilà. Donc voilà pour ce match. Maintenant, ne perdons pas plus de temps, on va passer à la Ligue des Champions. On va commencer par l'Inter Milan. Alors l'Inter Milan fait plutôt une très bonne saison, je trouve, collectivement. Ils sont actuellement deuxième de Serie A derrière Naples, mais ils ont que un point de retard, je crois, et il reste un match de Serie A. Du coup, rien n'est fait. Mais sinon, sur le plan des trophées, ils n'en ont remporté aucun pour l'instant. Ils se sont fait éliminer des deux coupes en Italie. Donc voilà. C'est dommage. La Coupe d'Italie, elle était faisable de la gagner, vraiment. Ils se sont fait éliminer contre Milan, le Milan AC. 4-1 score cumulé, ça fait mal quand même, je trouve. Mais si on parle de leur saison en Ligue des Champions, elle est presque parfaite. Leur parcours, déjà, on va commencer par la base des bases. Ils ont terminé 4ème de la phase de poule en Ligue des Champions. Donc ce qui les a qualifiés directement en 8ème de finale. C'est parfait. Une fois en 8ème de finale, ils ont affronté Feyenoord. Feyenoord qu'ils ont bien sûr battu 4-1 cumulé. Un score assez flatteur, mais qui a été maîtrisé dans l'ensemble. Du coup, en quart de finale, il y a eu un match très compliqué contre le Bayern Munich, qui a failli aller en prolongation, pardon. Ils se sont au final imposés 4-3. C'était au cumulé. C'était un match très serré, l'un des matchs les plus serrés des quarts de finale. Voilà. Et la demi-finale, bien sûr, le plus mauvais souvenir de ma part, c'était contre le Barça. Score cumulé 7-6 pour l'Inter. Match très bon de l'Inter en soi,
Ils ont eu pas beaucoup de tirs cadrés, mais sur le peu d'occasions qu'ils ont eu, ils ont marqué. C'est l'efficacité de l'Inter, c'est ce qu'on leur reconnaît. Bon, après, il y a eu quand même beaucoup d'erreurs du Barça en fin de match. Normalement, le Barça devait se qualifier en finale sans erreur. Mais bien joué à l'Inter, ils ont bien joué leur jeu. Et voilà, j'ai rien poussé. Donc voilà pour la saison de l'Inter, plutôt une très bonne saison en Ligue des Champions. Un peu moins sur le plan national, mais sur le plan européen, c'est très satisfaisant. Bon, maintenant, on va parler de la saison du PSG maintenant. Alors, la saison du PSG est très bonne collectivement. En début de saison, était très compliqué. Le jeu, il était pas mal. Le jeu en début de saison, il était pas mal. Ça jouait bien, mais il y avait un manque de finition. En deuxième partie de saison, c'est tout le contraire. Ils ont réussi à se réveiller en finition. Avec un Dembélé qui marque beaucoup d'occasions, qui marque beaucoup de buts, c'est n'importe quoi. Dembélé qui est maintenant potentiellement Ballon d'Or, alors que quand tu m'avais dit ça il y a un an, j'aurais rigolé. Mais maintenant, c'est vraiment possible. Donc ils sont champions de Ligue 1. Ils sont en finale de Coupe de France. Sur le plan national, ils ont presque tout fait. Ils ont tout remporté. Sur le plan national, il leur manque la Coupe de France qui va jouer ce samedi contre Reims. Je tourne cette vidéo le mercredi, donc je sais pas encore le score vu que ça va jouer samedi. Voilà pour le plan national. Maintenant, on va passer au plan européen. Donc, au niveau européen, ils ont fini 15e de leur phase de groupe en LDC. Ça, c'est plutôt moyen. Ils ont failli même se faire gerter. Ils étaient pendant un long moment 25e, 26e. Mais de leurs 2 derniers matchs, ils les ont gagnés. Donc, ce qui les a fait placer 15e. Mais ça les a pas qualifiés directement pour les 8e de finale. Ils ont dû jouer les barrages. Bon, les barrages, ils ont joué Brest. J'ai même pas envie de parler du score parce que c'est tellement méchant pour Brest, je trouve. Il y a eu 10-0 cumulé. C'est très 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 sévère, je trouve. Mais après, le PSG, il était nettement au-dessus. Mais 10-0 cumulé, ça fait mal. Après ça, il y a eu les 8e de finale contre Liverpool. Là, c'était un match très très serré. L'un des matchs avec les 2 plus grosses équipes européennes, avec le Barça. Il y avait les 3 plus grosses équipes, Liverpool, PSG et Barça. Et là, il y avait Liverpool-PSG, l'une des plus grosses affiches de la Ligue des Champions. C'est au final le PSG qui l'emporte au tir au but, après un score cumulé de 1-1. Le Liverpool avait remporté chez eux 1-0. Non, pardon. Il avait remporté au Parc des Princes 1-0. Mais le PSG avait réussi à l'emporter en Anfield 1-0. Donc ça les a emmenés au tir au but. Et au tir au but, Donnarumma a réussi à arrêter des pénaltys. Du coup, ça les a qualifiés pour les quarts demi-finale. En quart de finale, ils ont affronté Aston Villa. Je pensais pas que ça serait aussi serré. Mais Aston Villa, ils ont eu du mal contre Aston Villa. Beaucoup de mal. Beaucoup de mal. Le score cumulé était de 5-4. Mais s'il n'y avait pas eu un grand Donnarumma, ça aurait pu être Aston Villa qui aurait pu aller en demi-finale. Bon, je pense. Et après ça, il y a eu les demi-finales. Les demi-finales étaient plutôt tranquilles, je trouvais. Score cumulé 3-1 contre Arsenal. Il n'y a eu pas trop de pression. Ils ont remporté à l'aller. Ils ont remporté à Arsenal. Et ils ont fait le job au retour. Donc voilà. Donc voilà pour les débriefs des 2 équipes. Leur débrief de leur saison. Maintenant, on va passer aux points forts et aux points faibles de chaque équipe. On va commencer par l'Inter. En point fort du côté de chez l'Inter, je vois bien... ils ont besoin de peu d'occasions pour marquer. Ça, c'est leur gros point fort. On a bien vu contre le Barça et contre le Bayern. Ils ont eu besoin de pas beaucoup d'occasions. Contre le Barça, ils ont eu que 10 tirs cadrés sur l'ensemble des 2 matchs. Mais ils ont marqué 7 buts. Donc ils ont une efficacité impressionnante. Voilà. En deuxième point fort, j'ai mis bien sûr leur gardien, Sommer. Sans leur gardien, ils se seraient pris encore plus de buts contre le Barça. Parce qu'il a fait des arrêts Sommer impressionnants. Et ça c'est pour moi, c'est le meilleur gardien de la Ligue des Champions actuellement. Et c'est le meilleur gardien aussi de la Serie A. Donc voilà. Mais voilà pour les points forts. Maintenant, on va passer aux points faibles. Alors en point faible, j'ai mis qu'ils subissent beaucoup. C'est vraiment une équipe qui subit contre le Barça, contre le Bayern. Ils avaient vraiment subi pendant un long moment. Contre le Bayern, ils avaient failli se faire remonter d'ailleurs. Contre le Barça aussi d'ailleurs.
Je rappelle que l'Inter gagnait 2-0 au match retour et se sont fait remonter 3-2. Hein. Donc voilà. Hein. Ils ont failli perdre ce match. Ils étaient pas loin. En deuxième point faible, je mets bien sûr la fatigue. C'est une équipe qui se fatigue assez vite, je trouve, avec des joueurs comme A.M. Mkhitaryan, Acerbi, Dumfries. C'est des joueurs que tu dois sortir à la 70e. Et derrière, du coup, tu dois faire rentrer des Douglas Augusto, Taremi, Fratesi, pardon, j'ai oublié son nom. Voilà, Fratesi. Fratesi qui d'ailleurs, je sais même pas s'il sera là au match retour vu qu'il s'était blessé. On verra bien. Donc voilà pour les points forts et les points faibles de l'Inter. Maintenant, on va passer aux points forts et aux points faibles du PSG. Alors, au point fort du PSG, j'ai mis un très bon collectif. Ça, c'est leur très bon point fort, je trouve. Collectivement, c'est une équipe qui est tellement forte. T'as pas beaucoup d'individualité du côté du PSG, mais c'est le collectif. Le collectif du PSG est magnifique. Magnifique. Et sinon, un deuxième point fort, j'ai mis qui sont très bons en contre. C'est avec des joueurs très rapides comme Dembélé, Barcola, Désiré Doué ou encore Kvaratskhelia. Ça part très vite dans le dos, donc faut qu'ils fassent gaffe, l'Inter. Donc voilà pour les points forts. Maintenant, on va passer aux points faibles du côté du PSG. Alors, en point faible, j'ai mis qu'ils étaient bien sûr pas très bons en coup de pied arrêté. Pour l'instant, en Ligue des Champions, ça va. Encore, ils se sont améliorés là, maintenant. Ils se sont un peu améliorés comparé au début de saison, mais c'est pas non plus impressionnant. Hein. Et l'Inter, c'est la meilleure équipe en coup de pied arrêté. Du coup, le PSG doit faire gaffe à ça. Hein. Parce que sur les corners, l'Inter va, je pense, marquer. Non, je pense pas qu'ils vont marquer, hein, mais il faut qu'ils fassent gaffe quand même. Sinon, un deuxième point faible, j'ai mis attention aux erreurs défensives. Je trouve que c'est quand même le PSG est très très fort défensivement, mais des fois ils ont des trous d'air défensifs, ils peuvent faire des erreurs bêtes, je trouve. Marquinhos contre le but d'Arsenal la dernière fois. Marquinhos, il aurait pu faire un effort. Ok, il se fait pousser dans le dos, mais je trouve qu'il aurait pu mieux faire. C'est dommage. Et même Nuno Mendes, je trouve qu'il a des trous d'air des fois. Contre Aston Villa, il avait eu un trou d'air, ce qui avait coûté un but pour Aston Villa. Voilà. Donc voilà pour les points forts et les points faibles du PSG. Des deux équipes d'ailleurs, on a fait les deux équipes. Maintenant on va passer à mon pronostic. Alors mon pronostic, je vois un match très très serré. J'ai eu du mal à choisir. Mais je dirais une victoire du PSG. 1-0 avec un but de Dembélé. Alors c'est un prono très très compliqué hein, parce que l'Inter peut gagner. L'Inter peut gagner, c'est pas mort. Mais le PSG, je les vois quand même un peu plus favoris. Donc voilà. Donc voilà pour mon pronostic et mes analyses des 4 équipes du coup de la Conference League et de la Ligue des Champions. N'hésitez pas à liker et à vous abonner comme d'habitude, ça fait plaisir. Vous pouvez aussi rejoindre mon Discord et mon TikTok. Vous pouvez aussi me donner votre pronostic en commentaire de la Conference League et de la Ligue des Champions, ça fait toujours plaisir. Et voilà, ciao!